Nous allons commencer notre colloque, les travaux de la première session. Et je suis très heureux de vous présenter Marc Goussot, le premier de nos case speakers. Marc Goussot va faire sa présentation depuis l'Estonie. Il est professeur de l'Université estonienne des sciences de la vie qui se trouve à Tartu. Tartu est la deuxième plus grande ville de l'Estonie et c'est une ville universitaire très réputée. Marc Goussot est également professeur à l'Université de Tallinn. Auparavant, il a travaillé à l'Université nationale de Taïwan, d'où son intérêt pour la philosophie orientale, en particulier la philosophie chinoise. L'année dernière, il a publié 2 livres en anglais sur le néo-confucianisme. Marc Goussot mène ses recherches philosophiques sur les questions du temps, de l'évolution, de l'histoire. Je tiens à souligner particulièrement que Marc Goussot est traducteur de plusieurs langues et a traduit en estonien des textes de Bergson, mais aussi de Deleuze, Spinoza, Leibniz, Julien, Zhuangzi. Sa présentation est intitulée Durée, topologie du temps. Donc, cher Margus, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation très gentille et pour cette invitation. Euh, j'ai participé à une rencontre des amis de Bergson il y a très très longtemps, mais euh, ensuite j'ai juste suivi les emails. Euh, tout d'abord, je demande pardon pour ma langue. C'est ma première présentation en fait en français. Euh, euh, et mon français est loin d'être parfait. Euh, j'ai fait les langues romanes avant de changer pour la philosophie. Donc, je préserve quelque chose, mais c'est tout dans le passé. Et je vais euh, euh, développer quelques réflexions à partir de personnes et ensuite mentionner peut-être deux moments de dialogue avec ces intuitions bergsoniennes, avec la philosophie des sciences d'abord et ensuite avec la théorie d'embodiment. Mais tout d'abord, euh, je voudrais euh, euh, très rapidement parler de la situation de Bergson en Estonie. Euh, donc, euh, voilà les traductions des œuvres de Bergson en estonien. Tout d'abord, 4 livres que j'ai traduits. L'évolution créatrice, Essai sur les données immédiates de la conscience, Matière et mémoire et Rire. Je vois que ça fait déjà 20 ans à partir de la première traduction. Ensuite, j'ai aussi traduit 2 articles de Bergson, Introduction à la métaphysique et La conscience et la vie. Et euh, pour ce qui concerne euh, les textes sur Bergson en estonien, euh, j'ai traduit le bergsonisme de Gilles Deleuze et aussi un de ses articles sur Bergson. Et j'ai écrit un article sur Bergson dans un recueil d'articles sur les courants de pensée du XXe siècle, édité par Epanus, qui, elle, a fait aussi des recherches sur Bergson.
Et toutes mes traductions sont fournies de postface aussi. Euh, En Estonie, c'est une tradition de fournir les traductions avec des postfaces parce que les traducteurs sont aussi des rechercheurs. Donc, mm, euh, mm, très souvent, ils connaissent la chose en profondeur. Ce qui est une chose que souvent les maisons d'édition françaises ne comprennent pas. Euh, Parce que pour eux, ce sont deux mondes séparés. Mais chaque localité a ses caractères, hein, ses spécificités. Euh, donc, euh, hmm, je viens maintenant à mes, euh, mes réflexions sur certains thèmes bergsoniens. Euh, donc, euh, qu'est-ce que la durée? Euh, D'un côté, c'est l'interpénétration des moments. Et de l'autre côté, c'est l'élan qui toujours dépasse euh, euh, ce qui est déjà. Euh, D'un côté, il y a la mémoire où le temps s'interpénètre. Et c'est peut-être l'analyse la plus fameuse de Bergson que pour avoir une durée, il faut que le moment passé persiste en quelque façon dans le présent quand survient l'autre moment. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas de durée, mais simplement un même, éternel, un, un, sans aucune durée. Et autrement dit, il faut une interpénétration des moments qui, justement, garantit la continuité, la duration. Et de l'autre côté, il y a l'attention à la vie qui, d'habitude, fixe notre attention à ce qui nous attend dans le futur et qui concerne notre survie et qui sélectionne du passé surtout les mémoires qui peuvent nous aider dans nos activités. C'est aussi une analyse très fameuse que vous connaissez bien sûr. Euh, les moments sont donc posés les uns au dehors des autres. Et ainsi, le présent est distingué du passé qui ne nous intéresse pas en soi et aussi du passé ravivé qui nous informe sur comment les choses sont allées auparavant dans une séquence des moments, les uns après les autres. Et le présent est aussi distingué du futur qui est plus ou moins imminent. Et c'est justement le calcul de cette imminence qui nous concerne d'une manière très urgente. Et nous devons étaler les moments dans une extériorité mutuelle pour avoir une prise sur eux. Donc, euh, euh, d'un côté, il y a euh, l'interpénétration des moments et de l'autre, leur juxtaposition. Euh, Bergson a réservé l'interpénétration surtout au temps vrai ou la durée et la juxtaposition à l'espace.
et aussi au temps spatialisé. Et la motivation en est claire parce que c'est dans l'espace que euh, nous voyons le plus clairement la juxtaposition ou l'extériorité mutuelle des étangs, tandis que notre durée personnelle forme une mélodie dont les notes s'interpénètrent. Mais nous pouvons distribuer les concepts aussi d'une manière différente et parler euh, d'interpénétration et de juxtaposition, soit au cas du temps que de l'espace. Euh, Bergson reconnaît un temps spatialisé, un temps homogène, euh, c'est-à-dire un temps où les moments sont extérieurs les uns par rapport aux autres, comme sur une horloge, ce qui n'est pas vraiment un temps, mais plutôt une chose spatiale, parce que sur l'horloge, nous ne voyons pas la durée, mais des positions spatiales euh, euh, de l'horloge. Mais euh, en même temps, il y a aussi un espace temporalisé dont les parties s'interpénètrent mutuellement. Et le meilleur exemple est notre corps et nos alentours, ou Umwelt, euh, si nous utilisons euh, le concept de Jacob von Uexküll. Euh, et perception expérientielle. Euh, Parce que, comme l'a très bien montré Raymond Ruyère, euh, l'image perceptive et une photo se distinguent précisément par le fait que dans l'image perceptive, dans l'expérience, les éléments s'interpénètrent et forment euh, une gestalt, comme il a dit, tandis que euh, sur une photo, les parties se juxtaposent. Je parlais de de l'interpénétration au cas de l'expérience spatiale. Donc, il y a une interpénétration aussi euh, euh, dans notre expérience corporelle et perceptive. Voilà. Et donc, on pourrait parler de deux tendances, interpénétration et juxtaposition. Hmm. Euh, qui ne sont jamais euh, absolues. Parce qu'une interpénétration absolue, sans aucune externalité, euh, même initiale, sans aucune différence aux chises qui développaient deviendrait juxtaposition, est impossible. Il serait, c'est même pas possible de l'imaginer. Et bien sûr, une juxtaposition sans aucune interpénétration ou contraction serait euh, une poudre métaphysique sans aucune existence, euh, qui, elle, requiert justement une interpénétration d'une certaine portion d'espace-temps, soit-il très très petit, même euh, sur euh, sur la mesure des distances de Planck. Euh, donc, nous aurions deux versants. Euh, le versant interpénétrant de notre existence spatio-temporelle, hmm, où nous contractons tous nos moments et toutes nos positions,
et non seulement de notre corps ou personne, mais aussi des autres choses, événements avec lesquels nous sommes liés. Et euh, une, un versant juxtaposé de notre existence spatio-temporelle, qui est le résultat de notre, de nos interactions avec les autres étangs, qui, dans leur altérité, manifestent leur puissance de se différencier de nous et d'eux-mêmes. Une distance intime ou chise intérieure qui les coupe d'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette coupure crée en même temps une distance intérieure et extérieure, ce qui est euh, contemporain. Euh, hmm, Parce que c'est la même coupure qui nous coupe au cœur de nous-mêmes et qui nous coupe en même temps des autres. Hmm. Le soi et l'autre, dans ce sens, sont contemporains. Euh, la juxtaposition ou différence intérieure est liée à la juxtaposition externe vis-à-vis des autres étangs. Donc, euh, maintenant, je passe à euh, 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 deux moments de dialogue, pour ainsi dire. D'abord, euh, avec euh, la philosophie des sciences, et ensuite, je parlerai aussi euh, d'embodiment. Euh, hmm, très, très rapidement. Et je dois noter que ce que je vais dire, je le dis avec humour. C'est pas tout à fait sérieux. Euh, 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 c'est avec beaucoup d'humour que euh, je voudrais inverser euh, les mots grecs et latins. Euh, mm, euh, donc, et- et- et, mm, je vais parler du temps topologique et espace chronologique. Topologique, comme vous le savez peut-être, c'est euh, l'étude des propriétés d'objets géométriques qui sont préservés par déformation continue, c'est-à-dire une déformation sans arrachage ni récollement. Par exemple, euh, un cercle, un ovale, ou comme sur l'image, euh, une tasse et un torus. Donc, on peut le changer continuellement l'un dans l'autre. Et dans le sens topologique, ils sont équivalents. Et euh, la topologie se réfère donc à des relations sans préciser leur mesure. Et dans notre point de vue, nous pourrions dire qu'ils s'interpénètrent, que ces relations sont interpénétrantes. Parce que si nous ne savons pas leur mesure, ils s'interpénètrent. Dans leur déroulement, leur actualisation, ils obtiennent euh, une mesure des distances et des intervalles
qu'on peut commencer à mesurer. Et ils les obtiennent dans les interactions mutuelles. Parce que s'il n'y avait qu'un étant, il n'aurait pas besoin de mesure des distances, des intervalles. Bien sûr, cette hypothèse de- d'un seul étant est impossible parce que un étant n'est possible que dans une différence avec un autre étant. Il ne peut subsister qu'à travers une différence intérieure et extérieure. Donc, il a une articulation interne et aussi euh, des, des interactions externes. Donc, si les étangs se déterminent mutuellement et aussi internement, leur résultat global est notre monde actuel avec des distances et intervalles métriques, mesurables, juxtaposés. Euh, Ce monde est le résultat d'un nombre énorme de trajectoires d'actualisation. Et pour cette raison, nous pouvons appeler cet espace un espace chronologique. C'est la synchronisation des processus d'actualisation qui produit l'espace euh, ou la juxtaposition. Et l'espace, en tant que juxtaposition, est le produit de phénomènes chronologiques. Et donc, dans ce sens, toujours avec humour, on pourrait parler d'espace chronologique. Et ensuite, un, un dialogue de cette inspiration bergsonienne avec un autre champ d'étude qui est l'embodiment. Euh, il me semble que les termes de cette théorie se traduisent mal en français. En anglais, on parle souvent de 4 E ou 4 EA, euh, embodied, embedded, enacted, extended, effective. Euh, mais en français, il semble un peu. Mais le sens en est clair. Euh, L'idée de cette théorie est que la cognition est essentiellement incarnée, embodied, liée à une activité de l'état, enacted, euh, euh, qu'il a, euh, qu'il a son contexte, est inséparable d'un contexte, c'est-à-dire qu'ils sont embedded dans un contexte, et aussi que la cognition s'étale sur le monde étendu sans limite précise. Euh, euh, Dans l'exemple fameux de David Chalmers et Andy Clark, qui ont proposé euh, l'idée de extended cognition, euh, ils imaginent une personne qui s'appelle Otto, qui souffert d'Alzheimer. Euh, Ils disent que pour euh, Otto, son carnet de notes fait partie intégrale de son processus de cognition. Comme aussi pour l'aveugle chez Merleau-Ponty, ils ne sont pas dans la main qui ont le bâton, mais ils sont au bout du bâton lui-même. Donc le bâton fait partie intégrale de la cognition. C'est l'idée de extended cognition. Donc, dans nos termes inspirés par personne, d'interpénétration et de juxtaposition,
on pourrait parler d'un bout interpénétrant de la cognition et d'un bout juxtaposé. Il y a un versant topologique ou interpénétrant euh, de notre pensée où il y a un assemblage confus d'idées et un autre versant chronologique ou juxtaposé ou métrique que nous avons distingué, étalé ces idées. Par exemple, pendant un discours de conférence, comme je suis en train de faire maintenant. Et une des vertus de la théorie de l'embodiment, justement, de montrer qu'il n'y a pas une séparation radicale entre deux substances, res cogitans et res extensa, mais que la distinction plus importante est entre les deux versants ou directions d'interpénétration et de juxtaposition euh, qui se manifestent soit au niveau psychologique qu'au niveau matériel. Euh, Parce que aussi au cas des matériaux, comme si bien savent les artisans, il y a des tendances. Euh, et cette connaissance de cette tendance peut être très difficile à être captée dans un discours. En fin de compte, ce n'est pas possible d'épuiser la description de ce genre de connaissances euh, dans une langue, dans une langue euh, désincarnée et détachée. Et euh, 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 si nous fixons notre attention trop étroitement sur le versant juxtaposé d'un système, euh, nous ne connaissons pas vraiment son caractère parce que nous ne connaissons pas ses significations contextuelles, euh, 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 embeddedness, et les trajectoires qui l'ont porté dans cette situation actuelle, juxtaposée. Et nous ne connaissons pas vraiment son dynamique. Ce qui peut poser un problème dans la médecine, par exemple, si le médecin ne prend pas en considération le contexte et l'histoire du patient. Euh, Aussi, ce qui est normal chez une personne peut être pathologique chez un autre, et vice-versa. Et donc, nous devons développer en médecine comme ailleurs une intuition où nous contractons tout notre savoir d'un système, où nous le survolons d'un coup d'œil en interpénétration. Et c'est ça justement qui vient avec l'expérience. Mais on ne peut pas l'expliquer seulement en termes juxtaposés. Il y a une bonne partie du savoir tacite, tacit knowledge, aussi un sujet très important dans la théorie d'embodiment. Et nous ne pouvons euh, hum, c'est-à-dire, nous pouvons bien étaler ce savoir tacite dans un discours, c'est-à-dire dans les termes juxtaposés, mais nous ne le pouvons jamais épuiser entièrement, c'est-à-dire dire tout. Euh, J'avais aussi euh, des remarques sur la phénoménologie, mais je crois que je vais l'omettre parce que c'est peut-être trop peu développé.
Donc, voilà mes réflexions à partir des prémices bergsoniennes. Et merci. Merci beaucoup, cher Margus, pour cette présentation très intéressante qui a été dite sur certains passages avec l'humour, mais en fait, des choses très sérieuses ont été dites. Je crois que vous aurez pu quand même développer votre réflexion aussi sur la phénoménologie. Ça aurait été aussi très, très intéressant, mais peut-être on va y revenir lors des questions. Je ne sais pas combien il y en aura. Donc maintenant, on va ouvrir euh, enfin, la session des questions pour Margus Hott et sur ce qu'il a dit. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Vous pouvez lever les mains et on vous accordera la parole. Vous pouvez écrire aussi votre question sur notre chat. Merci Margus pour cette présentation qui valorise ce passage de la durée à l'espace. C'est très précieux, c'est souvent très mal compris. Parfois, ce décalage entre la durée et l'espace est une source de mécompréhension vis-à-vis du Bergson. Et je crois que bon, nous devons vraiment dépasser cette clivage entre la durée et l'espace, non pas le supprimer, mais, euh, mais le dépasser dans ce sens qu'il y a un passage, n'est-ce pas? Pas seulement les différences, pas seulement les distinctions, mais le passage de l'un de l'autre. Et votre présentation manifeste ce passage, et il est très, très précieux pour cela. Euh, bon, euh, bon, oui, je vois que Jakub Čepek a une question, donc on va l'entendre. Voilà. Et, alors merci, bonjour à toutes et à tous. C'est très sympa d'être parmi les Bergsoniens, Bergsoniennes ici. Et, ma question est très simple. Alors j'ai beaucoup aimé cette idée du temps topologique et du passage du temps à l'espace. Mais justement, c'est la question. Euh, Bien sûr, on ne devrait pas estimer les clivages entre le temps et l'espace. Mais de l'autre côté, dès qu'on euh, on peut peut-être même les dépasser, mais en même temps, on a l'air d'abandonner Bergson au bout du compte parce qu'il définit la durée par l'opposition, par le clivage, par rapport à l'espace. Et donc, il suffit à prendre les premières définitions de la notion de la durée. Donc là, c'est justement le type de la séparation des entités spatiales qui est qu'il nie pour définir la durée. Donc ma question serait très simple. Euh, oui, comment, qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat de cette euh, spatialisation de la durée? Ne N'abandonne-t-on pas Bergson? Voilà. Euh, tout d'abord, mon idée n'est pas tellement de faire de l'histoire de la philosophie, mais comme disent les Italiens, se non è vero che sia ben trovato, même s'il n'est pas vrai qu'il soit bien inventé. Comme aussi fait Gilles Deleuze, à mon avis.
qui inventent des concepts pour Bergson qui peut-être ne sont pas très, très justes du point de vue historique, mais qui sont très, très intéressants. Euh, donc, euh, c'est pour cela que j'ai dit que ce sont des réflexions d'inspiration bergsonienne plutôt qu'une interprétation de Bergson. Et ce que cette distinction entre interpénétration et juxtaposition nous donne, euh, c'est justement ce que j'essayais de montrer dans ce euh, deux ou trois euh, euh, commencements de dialogue avec euh, des sciences, avec l'embodiment et peut-être aussi avec la phénoménologie. Hmm. Euh, euh, Parce qu'il y a peut-être euh, une vertu dans la variation des images et des mots, comme fait d'ailleurs aussi personne lui-même quand il euh, invente des métaphores pour la durée, comme une boule de neige ou comme euh, euh, une chose élastique, etc., etc. Euh, et donc, euh, euh, c'est peut-être aussi un des vertus de ce genre de, d'inspiration humoristique euh, euh, que de euh, redistribuer les concepts ou les mots. Euh, Ne pas dire espace et temps, mais par exemple, parler d'un espace-temps euh, interpénétrant et d'un espace-temps juxtaposé. Bien sûr, les mots sont conventionnels et on pourrait définir durée comme cela, espace comme une autre chose. Mais donc, euh, je, euh, mon idée n'était pas de contribuer dans le champ des études bergsoniennes. Merci, Margus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Joël, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez? Ouais? Oui, Ok, merci. Oui, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question qui rebondit un peu sur la question précédente. C'est dans votre exposé, vous avez parlé d'interpénétration pour parler du temps et donc par opposition, enfin au départ, ça commençait comme ça, par opposition à l'espace qui serait la juxtaposition. Alors effectivement, chez Bergson, je suis d'accord, on trouve aussi cette idée de partie de l'espace interpénétrée ou de partie de l'extension interpénétrée. Mais est-ce que, il me semble, enfin, je pense que on peut trouver ça chez Bergson, que Bergson lui-même distingue ces deux interpénétrations en fait. Au sens où il y en a une qui vraiment, c'est ce que vous avez dit au départ, fait référence à la notion de mémoire, alors que l'autre, il en parle dans Matière Mémoire, mais aussi dans l'évolution créatrice. Il parle effectivement d'interpénétration des parties de l'espace ou de l'extension, mais je pense qu'il ne le comprend pas comme quelque chose de temporel, comme si l'espace ne formait, n'était pas totalement divisé. D'ailleurs, il dit la division est, il dit il est divisé, mais pas totalement, comme s'il y avait voilà. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, enfin, chez Bergson, distinguer deux interpénétrations, une temporelle, une spatiale? Et je me demande si cette distinction qu'on pourrait trouver chez Bergson, on ne peut pas aussi la trouver dans des idées contemporaines. Par exemple, la physique développe un tas d'idées, physique quantique, etc., originales sur l'espace et le temps. Et je me demande si on ne pourrait pas aussi trouver cette idée il peut y avoir deux formes différentes d'interpénétration, une proprement temporelle et une spatiale.
C'est très intéressant. Euh, mais je demanderais euh, euh, comment précisément il fait cette distinction entre deux interpénétrations. Est-ce que vous pourriez le développer un peu? Chez Bergson, Oui. euh, alors chez Bergson, je pense que c'est dans l'idée d'interpénétration des parties de l'espace, je pense que c'est la fin de Matière et Mémoire, dans le chapitre 4, et ça doit être la thèse, il y a Hmm. quatre thèses, hein, c'est la thèse numéro 3. Et en fait, il dit que ces parties ne sont pas totalement divisées, comme si ça formait comme s'il y avait une certaine indivisibilité, voilà, des parties de l'extension. Mais il part simplement d'une tendance. Il reprend cette idée dans l'évolution créatrice. Alors, je pense que c'est très compliqué de se représenter ça. Là, je ne peux pas en dire plus, mais il me semble que c'est ce que dit Bergson. Autrement dit, encore une fois, il me semble ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il y aurait une interpénétration qui serait proprement spatiale. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, moi, en tout cas. Mhm. Je me demande si, juste pour terminer, quand en physique quantique, je faisais allusion à ça, quand on discute de, par exemple, toutes les expériences dites EPR, avec des parties de l'espace qui semblent immédiatement, qui semblent en contact, alors de façon simultanée, alors qu'elles sont très éloignées. Et ben, il semble que ça évoque ces idées d'un espace. Enfin, les physiciens parlent d'une certaine non-séparabilité, voilà, je crois que c'est les termes employés, une non-séparabilité des parties de l'espace. Mhm. C'est très intéressant. Euh, oui. Euh, Ma stratégie était de parler d'espace-temps euh, euh, à la fois, mais sur deux niveaux, interpénétration et juxtaposition. Euh, mais peut-être on pourrait distinguer encore entre deux interpénétrations. Devrais le penser. Je ne peux pas euh, 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 le voir tout de suite comment ça fonctionne. Mais c'est intéressant, oui. Peut-être euh, les autres amis peuvent répondre. Oui, peut-être nous pouvons ouvrir une petite discussion sur ces sujets passionnants. En tout cas, nous savons que dans l'évolution créatrice, il y a une véritable réhabilitation de l'espace chez Bergson. Il y a une différence quand même, enfin, il y a un pas, on a une différence entre l'essai données immédiates, sur les données immédiates de la conscience, la matière et mémoire, et après l'évolution créatrice, entre matière et mémoire et l'évolution créatrice, il y a quand même des gestes assez radicaux qui sont réalisés par Bergson. Il y a une continuation, mais aussi une véritable différence, n'est-ce pas? Donc, c'est là qu'intervient toute l'architecture bergsonienne entre la philosophie et la science, la durée et l'espace, et ce double sens de l'interpénétration temporelle et spatiale pourrait s'inscrire peut-être dans cette architecture. Euh, Oui, si je bon, peux ajouter quelque oui. chose, Fabien, à ce que tu viens de dire par rapport au rôle de l'espace dans la métaphysique bergsonienne. En effet, c'est important, je pense, de se situer par rapport au dualisme bergsonien. Euh, S'agissant non seulement d'une philosophie de la durée, mais d'une philosophie de la durée et de l'espace, d'une philosophie qui reste dualiste. Ça suffit de se rappeler de l'ouverture de matière et mémoire pour
pour lire Bergson affirmer vraiment ce dualisme, dans cette distinction qui n'est pas juste quelque chose qui pourrait se réabsorber dans un monisme de la substance comme le soutient Jean Kelevitch, comme si le dualisme n'était qu'un dualisme par, par une chute, par une retombée de la durée et du temps. Mais il faut comprendre aussi le dualisme est quelque chose de dérivé ou de ultime, autant que, enfin, donc, que l'espace est autant ultime que la durée. Donc, qu'en pensez-vous, Margusat, de cette, je pense, cette polarité de lecture qui accompagne les études bergsoniennes dès l'origine? Oui, en fait, Bergson lui-même, oui, il parle aussi de cette va-et-vient entre deux niveaux ou deux pôles de l'esprit. Euh, donc, euh, il pourrait bien y être euh, une, un dépassement du dualisme finalement, comme aussi pense Gilles Deleuze, que euh, il, Bergson crée des dualismes, les développe dehors de l'expérience pour les renouer de nouvelles façons. Euh, bon, j'ai perdu le fil. Euh, Ok, merci. Nous avons encore quelques minutes. Peut-être quelqu'un aurait encore une question à poser. Moi, ça m'a vivement interpellé un passage de votre présentation où vous aviez parlé de l'altérité des relations entre humaines. Et c'est là qu'intervient en même temps la durée, mais aussi l'espace, l'interprétation et l'interpénétration et la juxtaposition. Si j'ai bien compris, cela nous permet de faire la distinction entre nous, mais en même temps nous unir. Et nous sommes dans le colloque qui parle de dialogue. Est-ce que vous voulez développer quelque chose là-dessus, sur le concept du dialogue et sur les rapports entre les personnes? Euh, oui, je crois que le dialogue n'est pas seulement externe, c'est-à-dire que comme si moi j'étais avant, et ensuite je commence à communiquer avec un autre, mais euh, la même coupure qui me distingue de l'autre, et qui permet le dialogue aussi, en séparant et en unissant, euh, m'est intérieur à moi-même, qui, euh, euh, qui m'articule, euh, euh, et- et- c'est-à-dire en cas de séparation dans moi-même aussi, les intégrant. oui, merci beaucoup. Aussi, vous avez parlé dans votre présentation, vous avez nommé au moins 2 fois, je crois, un philosophe français qui est très intéressant et très particulier, Raymond Ruyère, n'est-ce pas? Oui, Euh, je l'aime beaucoup. vous l'aimez, voilà, c'est un philosophe passionnant, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est connu en France d'ailleurs, mais j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que ça vous aide, Raymond Ruyère, de comprendre Bergson ou Euh, comment vous voyez pour, le rapport? pour dire la vérité, trouvé, j'ai découvert Bergson à travers
la différence et répétition de Gilles Deleuze. Comme vous savez, ce livre est un trésor pour découvrir tant des auteurs français. Non seulement Bergson, mais Bruyère, Simondon, Tarde, etc., etc. Euh, hmm. Euh, oui. Euh, s- euh, euh, la connexion entre Bergson et Bruyère, par exemple, ne sont pas aussi directes peut-être, mais moi, je sens une, une, une communauté d'inspiration ou de certaines dynamiques de pensée. Et aussi, les deux aimaient bien les sciences, Oh oui, par ailleurs. très bien. Voilà, bon, mais merci beaucoup, Marc Dussot, pour votre présentation qui ouvrait notre colloque.